Dimanche 7 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et naturellement, c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier samedi par visioconférence au 34e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la désignation pour la période 2021-2022 du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, en la personne du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidence tournante de l'Union africaine pour la période 2021-2022. Ouvert ce samedi 6 février au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, le 34e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est déroulé en visioconférence en raison de l'épidémie de la Covid-19. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait via la connexion Internet à ce rendez-vous annuel des chefs d'État du continent. Ce 34e sommet a félicité le président sortant Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud pour la réactivité qu'il a insufflée à l'organisation panafricaine dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sur le continent africain, par la mobilisation des différents pays, ainsi que des partenaires et la création d'une plateforme pour l'acquisition de produits médicaux et des vaccins. Ce 34e sommet va enregistrer le renouvellement de la Commission de l'Union africaine chargée de la mise en œuvre des décisions des chefs d'État et qui est dirigée depuis 4 ans par le président sortant, Moussa Faki Mahamat. La conférence des chefs d'État, l'organe de décision par excellence, a choisi de confier les rênes de l'organisation africaine au président Tshisekedi pour un mandat d'1 an. La conférence des chefs d'État a aussi fait le choix de promouvoir l'identité culturelle africaine comme facteur d'intégration, d'où le choix du thème de l'année 2021-2022, art, culture et patrimoine. Le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine, Félix Tshisekedi, a fait montre de détermination devant la charge qui lui est confiée. Je tiens à remercier vivement mon prédécesseur, le président Cyril Matamela Ramaphosa, qui, dans des conditions difficiles dues à la pandémie de Covid, a su mobiliser les efforts de tous les pays du continent et des partenaires pour y faire face. Pour cela, je propose qu'il soit le champion du programme de vaccination et de lutte contre la pandémie de Covid-19. J'entends ancrer la thématique de ma présidence de l'Union africaine dans la vision ci-après, une Union africaine au service des peuples. Cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023 de l'agenda 2063 va se décliner autour de 9 piliers stratégiques mieux détaillés dans mon plan d'action. Les arts, la culture et le patrimoine constituent le socle de la Renaissance africaine. Ils nous offrent l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. En tant que somme des inventions de l'homme, de ses innovations et de ses combats pour assurer sa survie et son épanouissement, la culture est effectivement, comme le disait Léopold Sédar Senghor, au commencement et à la fin de toute chose, car elle embrasse tous les domaines de la vie. Au sein du nouveau bureau de la conférence des chefs d'État, le Sénégal occupe le poste de vice-président, l'antichambre pour accéder au fauteuil de président en exercice de l'Union africaine pour l'exercice 2022-2023. On s'intéresse à présent aux affaires locales. La gestion de la dette est parfaitement maîtrisée. Ce sont les propos du ministre de l'Économie et des Finances face à des rumeurs annonçant un niveau d'endettement alarmant de la Côte d'Ivoire. Adama Koulibaly est monté au créneau pour rétablir les faits. Et selon le patron des finances ivoiriennes, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Les explications d'Adama Koné.
La dette ivoirienne. Les données consolidées à fin juin 2020 sont connues et disponibles. Un encours de 10 000 milliards de francs CFA de dette extérieure et de 5 000 milliards de francs CFA de dette intérieure. Bien en deçà des chiffres qui circulent sur le marché noir de l'information. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, c'est une dette intelligemment structurée. Nous recourons d'abord aux ressources, prioritairement aux ressources concessionnelles qui malheureusement de plus en plus se font rares. Après les ressources concessionnelles, nous allons vers les ressources semi-concessionnelles avant d'aller vers les ressources qui sont contractées à des termes commerciaux. Je dois vous dire aujourd'hui que quand on regarde le portefeuille d'endettement de la Côte d'Ivoire, nous avons 73% de notre endettement qui est constitué de prêts semi-concessionnels, 19% prêts concessionnels et seulement 8% à des termes commerciaux. Ça veut dire simplement que la stratégie, elle est très bonne parce que nous ne nous endettons pas pour nous endetter. Nous le faisons avec une stratégie qui permet d'avoir les ressources les moins chères possibles. Le gouvernement fait de la viabilité et de la soutenabilité de cette dette une préoccupation majeure. Nous avons été instruits par son Excellence Monsieur le Président de la République à faire en sorte effectivement que nous continuions de gérer la dette de la façon la plus efficace possible. Nous nous attelons à cela et c'est pour cela que nous avons des instruments de gestion de notre dette. On a une stratégie qui encadre en fait notre politique d'endettement, c'est la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, l'analyse de viabilité de la dette que nous faisons de façon régulière, qui nous permet de suivre l'évolution de notre dette pour voir si elle est soutenable sur le long terme. Et nous attachons du prix également à la question des agents de notation sur les risques pays. Le pays garde ainsi une signature crédible auprès des bailleurs du fonds. En témoigne l'indicateur dette sur PIB estimé à 43% contre une norme communautaire UEMOA de 70%. Nous respectons nos engagements. Je dois vous dire que nous attachons du prix à cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défaut en fait, de paiement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs d'avoir des notations très bonnes au niveau des agences internationales de notation comme Fitch et Moody's, qui nous font un crédit assez important. Et ces crédits sont de nature à permettre justement la facilitation de la mobilisation de ressources auprès des investisseurs. Il est à rappeler que les données de la dette ivoirienne pour fin 2020 sont en traitement selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Un mot de culture à présent. Le concept pièce unique créé par le peintre Jaco Bleu permet à plusieurs artistes et créateurs d'avoir un espace d'expression pour la visibilité de leur création. Une nouvelle exposition dans le même concept s'est ouverte vendredi dernier. Le concept met en lumière un artiste peintre et un designer. Des toiles et des pièces montées soumises à l'appréciation des connaisseurs. On en parle avec Franco Quadio. C'est un espace dédié à la culture. Nous sommes à pièce unique et la soirée est particulière. Férus et amoureux de l'art découvrent des techniques artistiques, le design basé sur les matériaux locaux de César Dogbo et l'acrylique et goudron sur toile. Armand Bois qui s'inspire des enfants de la rue. Donc lui, ses œuvres, il essaie de mettre en évidence, mettre en lumière ces enfants-là que nous ignorons souvent. Donc il travaille d'abord sur du carton, qui représente en général le matelas ou la natte de ces enfants-là. Après, nous avons les fonds noirs donc, qui donnent l'impression du goudron parce qu'ils sont dans la rue. Et puis après, il y a des couleurs d'espoir, donc des couleurs lumineuses. L'originalité dans la démarche, la chose la mieux partagée pour les deux artistes. Mieux le design, par exemple, qui en plus de l'agréable se donne pour mission répondre à une nécessité. De faire avec ce qu'on a. Parce que très souvent, les gens ils te disent, bon, c'est un peu difficile, on n'a pas l'argent, on n'a pas ça. Mais à côté de toi, il y a une corde qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de fer qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de bois qui traîne. Okay? Avec ça, déjà, on peut faire les choses. C'est une façon de voir les choses. C'est une philosophie, tu vois, non, pour que le design soit accessible. Et c'est justement ce qu'encouragent les promoteurs de cet espace, notamment la Fondation Bénédicte Jeanne Kakoudiagou. L'exposition est un creuset de valorisation du talent. Nous avons 22 pièces, dont 6 pièces design,
mais chaque pièce est unique. Puis nous avons 16 peintures que nous pouvons retrouver à la Fondation BJKD jusqu'au 28 février. Donc l'exposition va durer pratiquement un mois. Visiteurs, amateurs et étudiants, un regard multiforme à cette exposition. Il a une manière un peu particulière, un peu spéciale de peindre cette toile. Mais en tout cas, c'est beau. Pièce unique, c'est aussi un canevas pour d'éventuelles rencontres et activités artistiques diverses. Et on continue à parler de culture. Il était devant les médias et les premiers responsables des fêtières du 7e art ivoirien. Le patron de l'Office national du cinéma en Côte d'Ivoire, Onaxi, s'engage à faire du cinéma une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Pierre Nohou a annoncé la création d'un musée et d'une médiathèque. L'Onaxi va aussi acquérir du matériel de pointe pour le tournage de films. Le détail de la rencontre avec Issa Chonayo. L'Onaxi, Office national du cinéma en Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour faire du 7e art ivoirien un secteur porteur et rentable. Une rencontre est donc organisée avec les acteurs du cinéma. Au menu, la création d'un musée de cinéma, d'une médiathèque et l'acquisition de matériel de pointe de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous allons essayer d'accompagner tous les cinéastes n'ont pas les moyens pour louer du matériel. Et c'est la manière pour le gouvernement d'accompagner donc ce secteur, ce qui va d'ailleurs nécessiter des vocations. Vous avez des jeunes qui s'intéressent au cinéma, mais pour y être, il faut réaliser des films. Mais ceux-là qui n'ont pas les gros moyens, nous allons les accompagner. Voilà un peu la priorité pour nous pour le moment. Une chose est de tourner des films, une autre est de les rendre accessibles au public à travers des projections dans des salles de cinéma. Or, en la matière, un déficit des salles de projection existe en Côte d'Ivoire. L'Onaxi promet d'y remédier, ce à la grande satisfaction des professionnels de ce secteur. Sans salle de cinéma, ils vivront comment? C'est ça la réalité. Nous espérons très sincèrement que la confirmation des moyens en cours, je dirais même déjà obtenus, puisse réhabiliter les salles citées. Quant au tournage des films, la Côte d'Ivoire dispose de matériel de dernière génération. Une nouvelle qui réjouit les cinéastes impatients de savoir les modalités de son utilisation. Le directeur de l'Onaxi vient de nous dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour booster le cinéma. Mais nous, on attend de voir, puisque on a parlé de nouveaux matériels qui est arrivé, l'appui et tout cela. Quand un cinéaste fait un budget de 1 milliard, 2 milliards de tournage, les 70% vont dans le matériel. Et c'est ce qui fait que nous, les acteurs, on n'a rien. Parce qu'on ne peut pas nous payer à notre hauteur. Parce que le matériel prend tout. Mais si la Côte d'Ivoire a du matériel, je tire mon chapeau. La formation des professionnels à l'écriture scénaristique, la construction d'une cité du cinéma, la poursuite de l'appui à la promotion cinématographique par le biais du FONSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, font partie des perspectives de l'Onaxi pour les cinéastes ivoiriens. Et sur un tout autre plan, l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a commémoré la journée dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. La tragédie rappelle l'extermination de 6 millions de Juifs entre 1941 et 1945. La commémoration s'est déroulée dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme. Laure Goretti avec le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Une minute de silence en l'honneur des victimes de l'Holocauste. Une tragédie qui a coûté la mort à 6 millions de Juifs tués en terre allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Holocauste, la Shoah, c'est la responsabilité d'Allemagne. L'Allemagne, un pays civilisé, un pays chrétien, a détourné vraiment la nature humaine contre la vie humaine, contre des gens tout à fait innocents et majoritairement des Juifs. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire commémore cette journée internationale dédiée à ces victimes, en présence de citoyens israéliens et d'autres ambassadeurs. Malheureusement, les survivants presque ne sont pas ici avec nous, ils sont morts. Et c'est notre mission aujourd'hui de garder la mémoire
pour la nouvelle génération, pour les jeunesses. Cette dynamique que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est la dynamique que j'espère que tout le monde s'est engagé pour la lutte contre la discrimination, contre la lutte contre les stigmatisations des différentes personnes. La commémoration de la Shoah est un acte pertinent en ce sens que l'humanité ne doit pas oublier d'où elle vient et surtout savoir où elle va. Nous devons tirer les enseignements de l'Holocauste pour construire un monde meilleur. Cette cérémonie de commémoration marque aussi le 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'Armée rouge, le plus grand centre d'extermination. Célébré tous les 27 janvier, l'Holocauste a fait 6 millions de morts juifs. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Bénin, Gagnou Soglo, un opposant ayant déposé son dossier pour l'élection présidentielle d'avril prochain, a été attaqué et blessé par balle vendredi à la périphérie de Cotonou. Il serait hors de danger selon le médecin de famille, mais l'affaire prend une tournure politique. Opposition et pouvoir se livrent une guerre de communiqués. Les personnalités de l'opposition comme l'ancien président Boni Yahi et Joël Aïvo, Rekia Madougou et d'autres ont défilé à son chevet. L'enquête est à présent confiée à la brigade criminelle. Et puis au Tchad, au cours d'un congrès extraordinaire tenu samedi dans la capitale N'Djamena, le mouvement patriotique du salut, le MPS au pouvoir, a investi son président fondateur, le président Idriss Déby Itno, comme candidat à la présidentielle d'avril prochain. L'élection présidentielle est prévue pour le 11 avril 2021. C'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur RTI 1. Restez en notre compagnie. À 13h, Herman Guivet sera de votre. Quant à moi, je vous retrouve pour l'édition de 23h.